Le matin de Noël s'annonçait particulièrement froid à St. Mary Mead. Miss Jane Marple ajustait son chapeau de feutre gris devant le miroir de l'entrée, observant d'un œil critique les quelques flocons de neige qui commençaient à tomber. Elle avait promis à sa nièce Raymond de la rejoindre pour le déjeuner de Noël. Mais auparavant, elle tenait à sa promenade matinale habituelle, même en ce jour de fête. Le village était étonnamment silencieux. Les maisons décorées de couronnes de houx et de rubans rouges semblaient endormies sous leurs manteaux blancs. Miss Marple marchait d'un pas ferme malgré son âge avancé, son parapluie servant de canne, ses yeux vifs observant chaque détail de la rue principale. Elle aimait ces moments de tranquillité où le monde semblait suspendu entre la nuit et le jour. En approchant du Café des Roses, le seul établissement ouvert ce matin-là, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. La porte était entr'ouverte, laissant échapper un filet de lumière chaude dans l'air glacial. Mrs. Emily Broadwell, la propriétaire, était connue pour sa ponctualité méticuleuse, mais laisser la porte ouverte par un tel froid ne lui ressemblait guère. Miss Marple hésita un instant sur le seuil. L'odeur familière du café fraîchement moulu, feuilles d'escone tout juste sorties du four, flottait dans l'air, mêlée à quelque chose d'autre, une note discordante qu'elle ne parvenait pas immédiatement à identifier. Son instinct, affiné par des années d'observation attentive de la nature humaine, lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Poussant doucement la porte, elle entra dans l'établissement. Le café était décoré avec goût pour les fêtes. Des guirlandes de lierre couraient le long des poutres, des bougies rouges ornaient chaque table, et un petit sapin scintillait dans un coin. Mais l'atmosphère n'était pas à la célébration. Un silence pesant régnait dans la salle, troublé seulement par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Mrs. Broadwell appela Miss Marple d'une voix claire mais prudente. Personne ne répondit. Elle remarqua alors que 3 tasses de café étaient posées sur différentes tables, encore fumantes, comme si les clients s'étaient volatilisés en plein milieu de leur petit déjeuner. Des journaux ouverts, une écharpe oubliée sur le dossier d'une chaise, un sac à main, encore fermé sur une banquette. C'est alors qu'elle entendit un gémissement, faible, provenant de derrière le comptoir. Miss Marple se précipita aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettaient, et découvrit Mrs. Broadwell étendue sur le sol, consciente, mais visiblement en état de choc, une main pressée contre sa tempe, où une ecchymose commençait à se former. Miss Marple s'agenouilla difficilement auprès de Mrs. Broadwell, cherchant dans son sac son flacon de sel. La femme, habituellement si composée dans son tablier impeccable, semblait complètement désorientée. Ses cheveux grisonnants étaient en désordre et ses mains tremblaient visiblement. Miss Marple lui fit respirer les sels et, progressivement, Mrs. Broadwell reprit ses esprits. « Ne bougez pas tout de suite, ma chère, » conseilla Miss Marple d'une voix douce mais ferme. « Vous avez reçu un coup à la tête. Il faut appeler le docteur Haydock immédiatement. » Elle se releva avec difficulté et se dirigea vers le téléphone accroché au mur derrière le comptoir. Ses doigts composèrent le numéro familier du médecin du village, qu'elle connaissait par cœur. Tandis qu'elle attendait que le docteur Haydock réponde, Miss Marple observa attentivement la scène autour d'elle. Le tiroir-caisse était ouvert, mais étrangement, il semblait encore contenir de l'argent. Quelques billets dépassaient même du compartiment. Ce n'était donc pas un simple vol. Ses yeux parcoururent rapidement le reste du café, notant chaque détail suspect. Le docteur Haydock répondit à la 3e sonnerie, sa voix encore ensommeillée trahissant qu'il venait tout juste de se lever. Haydock à l'appareil. Miss Marple expliqua brièvement la situation et le médecin promit d'arriver dans les 5 minutes. Elle raccrocha et retourna auprès de Mrs. Broadwell, qui tentait maintenant de s'asseoir. « Racontez-moi ce qui s'est passé », demanda Miss Marple, en l'aidant à s'installer plus confortablement contre le meuble. Mrs. Broadwell ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses souvenirs fragmentés. Quand elle les rouvrit,
Ils étaient des remplis de confusion et d'une peur évidente. Je ne suis pas sûr, commença-t-elle d'une voix tremblante. J'avais ouvert comme d'habitude à 6 heures. Quelques personnes sont entrées pour le petit déjeuner. Monsieur Carmichael, le bibliothécaire, Mrs. Saunders qui revenait de la messe matinale, et ce jeune homme, celui qui loue la chambre, au-dessus de la quincaillerie. Elle s'interrompit, portant à nouveau sa main à sa tempe douloureuse. Miss Marple attendit patiemment, sachant qu'il ne fallait pas brusquer un témoin en état de choc. « Prenez votre temps, ma chère », encouragea-t-elle gentiment. Au loin, elle entendait déjà le bruit caractéristique du vieux break du docteur Haydock qui remontait la rue principale à toute vitesse. Le docteur Haydock fit irruption dans le café, sa trousse noire à la main, ses cheveux blancs encore ébouriffés. Il évalua rapidement la situation et se pencha pour examiner Mrs. Broadwell. Miss Marple s'écarta discrètement, lui laissant la place de travailler, mais resta suffisamment proche pour entendre la conversation. Elle savait que les premières heures d'une enquête étaient cruciales. Après un examen approfondi, le docteur Haydock se redressa avec un soupir de soulagement. « Vous avez de la chance, Emily. C'est une commotion légère, mais rien de grave. Néanmoins, il faudra vous reposer pendant quelques jours. » Sortit une petite lampe de sa trousse pour vérifier les pupilles de sa patiente. Mrs. Broadwell grimaça à la lumière, vive mais sembla reprendre progressivement des couleurs. « Mais mes clients, » protesta faiblement Mrs. Broadwell. « Où sont-ils passés? Ils étaient là il y a un instant. » Et puis, sa voix s'éteignit, et elle regarda autour d'elle avec une expression de profonde perplexité. Le café était effectivement désert, à l'exception du médecin et de Miss Marple. Les 3 tasses d'eau fumante témoignaient silencieusement de la présence récente des disparus. Miss Marple s'approcha de l'une des tables et examina le journal abandonné. C'était l'édition du matin du Times, ouvert à la page des nouvelles locales. À côté, une paire de lunettes de lecture reposait sur la nappe à carreaux. Elle reconnut immédiatement les lunettes aux montures dorées de Monsieur Carmichael. Le bibliothécaire ne s'en séparait jamais. « Dr. Haydock » dit Miss Marple, d'une voix posée qui cachait néanmoins une certaine urgence. « Je crois que nous avons un problème plus grave qu'une simple agression. 3 personnes ont disparu de ce café sans laisser d'autres traces que leurs effets personnels. » Elle désigna du doigt les différentes tables, chacune portant les marques d'un départ précipité. Le médecin fronça les sourcils et se redressa complètement. Son regard professionnel balaya la pièce, prenant enfin conscience de l'étrangeté de la situation. « Vous avez raison, Jane, c'est plus qu'inhabituel. Emily, êtes-vous certaine de ne pas avoir vu où ils sont allés ?» Mrs. Broadwell secoua la tête avec impuissance, des larmes de frustration commençant à perler au coin de ses yeux. « Tout ce dont je me souviens, » murmura-t-elle, « c'est d'une silhouette à la porte de la cuisine. J'ai cru que c'était mon mari venu m'aider, mais quand je me suis retournée, » elle porta instinctivement la main à sa tête. Après, le noir complet. Quand j'ai repris conscience, ils avaient tous disparu. Un frisson la parcourut et le docteur Haydock lui drapa une couverture sur les épaules. Miss Marple demanda au docteur Haydock de rester auprès de Mrs. Broadwell pendant qu'elle examinait plus attentivement les lieux. Elle savait que dans tout mystère, les détails apparemment insignifiants pouvaient s'avérer cruciaux. Avec la méthodologie d'une scientifique, elle commença son inspection par la table, la plus proche de la porte, celle occupée par Mrs. Saunders. Sur cette table, un livre de prière était ouvert à un psaume de Noël. À côté, une tasse de thé à moitié vide, encore tiède. Miss Marple remarqua une légère trace de rouge à lèvres sur le rebord de la tasse, d'une nuance rose pâle caractéristique que Mrs. Saunders portait toujours. L'écharpe de laine bleue pendue au dossier de la chaise confirmait l'identité de l'occupante, mais quelque chose clochait. Elle se pencha plus près et fronça les sourcils. Sur la nappe, près du livre de prière, il y avait quelques miettes de scone et une petite tache humide. Miss Marple y trempa délicatement le bout de son doigt et le porta à ses lèvres. De l'eau, simple eau claire, comme si quelqu'un avait renversé un verre dans la précipitation. Mais il n'y avait aucun verre sur la table.
Passant à la table suivante, celle de M. Carmichael, Miss Marple nota que le journal était plié de manière particulière, comme si le lecteur avait été interrompu brusquement au milieu d'un article. Elle lut le titre « Mystérieuse affaire à Londres, un collectionneur d'art disparaît. Intéressant, pensa-t-elle. Peut-être une simple coïncidence, ou peut-être pas. » La troisième table, celle du jeune locataire dont Mrs. Broadwell avait parlé, présentait le moins d'indices personnels. Une tasse de café noir, complètement vide cette fois, et un carnet fermé. Miss Marple hésita un instant avant de l'ouvrir, consciente qu'elle s'immisçait dans la vie privée de quelqu'un. Mais les circonstances extraordinaires justifiaient des mesures extraordinaires. Le carnet contenait des croquis, des dessins au crayon, remarquablement exécutés, représentant différents bâtiments du village. L'église, la poste, la bibliothèque, et curieusement, plusieurs esquisses détaillées du Café des Roses lui-même, sous différents angles. Certains croquis montraient l'intérieur du café avec une précision troublante, y compris la disposition exacte des tables et la position du comptoir. « Dr. Haydock », appela doucement Miss Marple, « savez-vous qui est ce jeune homme qui loge au-dessus de la quincaillerie ?» Le médecin leva les yeux, réfléchissant un moment. « Je crois qu'il s'appelle David. David quelque chose. Arrivé au village il y a environ 2 semaines. Se présente comme un artiste en voyage. » Le son d'une voiture de police s'arrêtant devant le café interrompit les réflexions de Miss Marple. Le docteur Haydock avait manifestement pris l'initiative d'appeler les autorités. L'inspecteur Slack descendit du véhicule avec son empressement habituel, suivi de près par le sergent-constable Palk, un homme du village que Miss Marple connaissait depuis son enfance. L'inspecteur Slack était un homme dans la quarantaine, aux manières brusques et à l'assurance souvent excessive. Il entra dans le café comme une bourrasque, ses yeux scrutant immédiatement la scène, avec une efficacité professionnelle. « Bon, que se passe-t-il ici? On me parle de disparition mystérieuse, un matin de Noël. C'est plutôt inhabituel. » Son ton suggérait qu'il considérait l'affaire comme probablement exagérée. Miss Marple se redressa de toute sa hauteur, ce qui était peu impressionnant physiquement. Mais son regard calme et déterminé força l'inspecteur à faire attention. « Inspecteur Slack, 3 personnes ont disparu de ce café dans des circonstances très suspectes. Mrs. Broadwell a été agressée, et il semble que quelque chose de très étrange se soit produit, ici, ce matin. » L'inspecteur soupira d'un air qui suggérait qu'il avait déjà vécu cette situation auparavant avec Miss Marple. « Avec tout le respect que je vous dois, Miss Marple, peut-être que ces personnes sont simplement parties. C'est Noël après tout. Peut-être avait-il des endroits où aller, des familles à retrouver. » Il sortit néanmoins son carnet, un geste de concession à la gravité apparente de la situation. Et ils auraient laissé leurs effets personnels. Monsieur Carmichael ses lunettes, sans lesquelles il ne peut pas lire. Mrs. Saunders son écharpe par un temps pareil. Miss Marple désigna les objets abandonnés avec un geste éloquent. Et bien sûr, il y a la question de Mrs. Broadwell, agressée derrière son comptoir. Tout cela vous semble-t-il être le comportement de gens qui partent simplement rejoindre leur famille? L'inspecteur Slack eut au moins la décence de paraître embarrassé. Il s'approcha de Mrs. Broadwell et prit sa déposition avec plus d'attention qu'il n'en avait initialement montré. Le sergent Palk, pendant ce temps, commença à prendre des notes méticuleuses, photographiant mentalement chaque détail de la scène. Miss Marple l'observa avec approbation. Palk avait toujours été un garçon consciencieux. « Très bien », finit par dire l'inspecteur, après avoir écouté le récit fragmentaire de Mrs. Broadwell. « Sergent Palk, commencez à interroger les voisins. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. » Miss Marple, il se tourna vers elle avec une expression qui mêlait résignation et respect à contre-cœur. « Je suppose que vous avez déjà vos propres théories ?» Miss Marple sourit légèrement, un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux perspicaces. « Des observations plutôt que des théories, inspecteur. Il est toujours dangereux de théoriser avant d'avoir tous les faits. »
Elle l'invita d'un geste à la suivre vers les 3 tables. Cependant, certains éléments méritent certainement notre attention. Elle commença par montrer le carnet de croquis à l'inspecteur. Ce jeune homme, David, semblait avoir un intérêt particulier pour l'architecture du café. Regardez la précision de ses dessins. Ce ne sont pas de simples esquisses touristiques. Il a étudié ce bâtiment avec une attention minutieuse. Elle tourna les pages, révélant des détails sur les fenêtres, les portes, même l'emplacement exact de la porte de la cuisine. L'inspecteur Slack examina les dessins avec un intérêt croissant. Vous suggérez qu'il préparait quelque chose. Un cambriolage, peut-être? Miss Marple secoua doucement la tête. Si c'était un cambriolage, pourquoi le tiroir-caisse est-il encore plein? Non, je pense que nous avons affaire à quelque chose de plus complexe. Et puis, il a disparu, lui aussi. À moins, suggéra l'inspecteur avec une lueur dans les yeux, qu'il soit le cerveau derrière tout cela. Il aurait pu orchestrer sa propre disparition pour détourner les soupçons. Miss Marple concéda ce point d'un hochement de tête. C'était effectivement une possibilité qu'il fallait considérer, mais son instinct lui disait qu'il y avait autre chose, une pièce du puzzle qui leur échappait encore. Le sergent Palk revint de sa tournée d'interrogatoire avec des informations intéressantes. Personne n'a rien vu de particulier, inspecteur, mais Mrs. Hartnell, qui habite juste en face, dit avoir remarqué une camionnette stationnée dans la ruelle, derrière le café, vers 6h30 ce matin. Une camionnette blanche, sans marquage distinctif. Miss Marple sentit son pouls s'accélérer légèrement. Une camionnette, bien sûr. C'était ainsi qu'on avait fait sortir les disparus du café. Mais pourquoi? Et surtout, où les avait-on emmenés? Sergent Palk, Mrs. Hartnell, a-t-elle pu voir qui conduisait cette camionnette ou combien de personnes se trouvaient à l'intérieur? Palk secoua la tête avec regret. Non, Miss Marple, la ruelle est assez sombre à cette heure-ci, surtout avec la neige. Elle a juste remarqué la camionnette parce qu'elle est lève-tôt et qu'elle regardait par la fenêtre en préparant son thé. Elle dit que la camionnette est restée là environ 10 minutes, puis est partie en direction de la route principale. Miss Marple retourna vers la table de M. Carmichael et reprit le journal. L'article sur le collectionneur d'art, disparu à Londres, attira à nouveau son attention. Elle le lut attentivement cette fois, ses yeux parcourant rapidement les lignes. Le collectionneur, un certain Sir Reginald Pembroke, avait disparu de son domicile 3 jours auparavant, après avoir reçu une mystérieuse livraison. « Inspecteur, dit-elle doucement, je crois qu'il serait judicieux de contacter Scotland Yard au sujet de cette affaire londonienne. » Elle lui tendit le journal, indiquant l'article du doigt. Slack le lut avec un scepticisme initial qui se transforma graduellement en intérêt. « Vous pensez qu'il y a un lien? Miss Marple, c'est à Londres, à des kilomètres d'ici. Le crime ne connaît pas de frontières géographiques, inspecteur, » répondit Miss Marple avec douceur. « Et remarquez les similitudes. Une disparition mystérieuse, sans lutte apparente, sans demande de rançon jusqu'à présent. Sir Reginald était un homme âgé, comme M. Carmichael, riche et respecté, comme notre bibliothécaire l'est dans notre petite communauté. Le docteur Haydock, qui avait écouté l'échange en silence, intervint soudain. « Jane, vous pourriez avoir raison. M. Carmichael est effectivement un homme aisé. Il possède une collection remarquable de livres anciens à la bibliothèque. Certains sont des premières éditions extrêmement rares. Il m'en a parlé lors de ma dernière visite. » Cette information sembla éveiller quelque chose dans l'esprit de Miss Marple. « Des livres anciens » murmura-t-elle presque pour elle-même. « Et Mrs. Saunders, que savons-nous d'elle? Sergent Palk, vous la connaissez depuis longtemps, n'est-ce pas? » Palk hocha la tête affirmativement. « C'est une dame très discrète, veuve depuis 20 ans, vit seule dans le manoir des Saunders au bout du village. »« Le manoir des Saunders » répéta Miss Marple. « Oui, je me souviens maintenant. Son défunt mari était antiquaire, n'est-ce pas? Il avait une collection impressionnante d'objets précieux. » Elle se tourna vers l'inspecteur Slack avec une expression grave. « Inspecteur, je crois que nous ne sommes pas face à un simple enlèvement.
Nous avons affaire à des collectionneurs d'une nature particulière. L'inspecteur Slack commençait maintenant à prendre l'affaire très au sérieux. Vous suggérez qu'on enlève des gens en fonction de leurs biens. C'est un peu tiré par les cheveux, Miss Marple. Mais son ton manquait de conviction. Il voyait lui aussi comment les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Et le jeune David, comment s'intègre-t-il dans ce scénario? Miss Marple reprit le carnet de croquis et l'examina à nouveau, cette fois en regardant plus attentivement les dernières pages qu'elle avait négligées lors de son premier examen. Là, presque dissimulé entre deux dessins du village, se trouvait un croquis différent, un portrait, un homme d'âge moyen, au visage dur, avec une cicatrice caractéristique sur la joue gauche. En dessous, une seule note écrite d'une main tremblante. Lui à surveiller. Miss Marple montra le portrait à l'inspecteur Slack, qui siffla doucement entre ses dents. Ce visage me dit quelque chose. Palk, montrez-moi les dossiers sur les criminels recherchés que nous avons reçus la semaine dernière. Le sergent se précipita vers la voiture de police et revint quelques instants plus tard avec une liasse de documents. Feuilletant rapidement les pages, Slack s'arrêta soudain sur une photo. Le voilà, Marcus Thornfield, recherché pour une série de vols sophistiqués dans tout le sud de l'Angleterre, spécialisé dans les objets d'art et les antiquités. Travaille avec une équipe bien organisée. Il compara la photo officielle au croquis de David. C'était indéniablement le même homme. Donc David nous surveillait, dit Miss Marple, ses pièces du puzzle mental s'assemblant rapidement. Il avait infiltré le village pour repérer les cibles potentielles. Ces croquis détaillés du café n'étaient pas le travail d'un artiste innocent, mais d'un complice planifiant un enlèvement. Elle fit une pause, réfléchissant intensément. Mais alors, pourquoi a-t-il disparu lui aussi? Le docteur Haydock eut soudain une illumination. Peut-être qu'il n'a pas disparu volontairement. Peut-être que quelque chose a mal tourné. Si Thornfield et son équipe découvraient que David prenait des notes sur eux, ils pourraient l'avoir éliminé ou enlevé avec les autres pour le faire taire. Cette théorie semblait tenir la route. L'inspecteur Slack décrocha immédiatement le téléphone du café et composa un numéro. « Passez-moi Scotland Yard, c'est urgent. » Inspecteur Slack, du Sussex. Après quelques instants d'attente, il expliqua rapidement la situation à son interlocuteur. La conversation fut brève, mais intense. Quand il raccrocha, son visage était grave. Scotland Yard confirme qu'il soupçonne Thornfield d'être derrière plusieurs disparitions récentes, incluant celle de Sir Reginald Pembroke. Les victimes réapparaissent généralement quelques jours plus tard, dépouillées de leurs biens les plus précieux, mais physiquement indemnes. Ils opèrent rapidement et proprement. Il se tourna vers Miss Marple avec un respect nouveau. « Vous aviez raison sur toute la ligne. Mais cela ne nous dit pas où ils sont maintenant, » souligna Miss Marple. « Et nous devons les retrouver rapidement. Plus le temps passe, plus Thornfield et son équipe ont de chances de s'échapper avec leur butin et les otages. » Elle regarda par la fenêtre du café, observant la neige qui tombait plus drue maintenant. Les routes seraient bientôt difficiles à emprunter. Peut-être était-ce une chance. L'inspecteur Slack mobilisa immédiatement toutes les ressources disponibles. Des barrages routiers furent établis sur toutes les routes principales, sortant du village et de la région. Miss Marple, pendant ce temps, continuait à réfléchir intensément. Quelque chose dans la logistique de l'enlèvement la tracassait. Comment pouvait-on faire disparaître 3 personnes, en plein jour, même tôt le matin, sans attirer l'attention? La camionnette blanche, murmura-t-elle soudain. Mrs. Hartnell a dit qu'elle était dans la ruelle pendant environ 10 minutes. C'est très court pour maîtriser 3 personnes, les faire monter de force dans un véhicule et partir. Elle se tourna vers Mrs. Broadwell, qui, malgré son mal de tête, écoutait attentivement. « Emily, y a-t-il une autre sortie de ce café, en plus de la porte principale ?» Mrs. Broadwell hocha faiblement la tête. « Oui, il y a la porte de la cuisine qui donne directement sur la ruelle. C'est par là que les livraisons arrivent habituellement. » Miss Marple demanda à voir cette porte.
Elle fut conduite à travers une cuisine impeccablement rangée, vers une lourde porte de bois. En l'examinant de près, elle remarqua quelque chose. Sur le sol, près de la porte, se trouvaient quelques traces humides, pas de la neige fondue, mais plutôt comme si quelqu'un avec des chaussures mouillées avait attendu là. Miss Marple se pencha avec difficulté et passa son doigt sur les traces. Elles étaient encore légèrement humides. « Ces personnes ne sont pas parties depuis longtemps », dit-elle à l'inspecteur qui l'avait suivie. Dehors, dans la ruelle, des traces de pneus étaient encore visibles dans la neige fraîche, bien que rapidement recouvertes par les nouveaux flocons. L'inspecteur Slack examina les traces avec attention. Des pneus larges, probablement une camionnette ou un fourgon. Les marques sont profondes, le véhicule était lourdement chargé. Il suivit les traces des yeux jusqu'à ce qu'elles disparaissent au bout de la ruelle. Miss Marple leva soudain les yeux vers les bâtiments environnants. « Inspecteur, quelle direction ces traces prennent-elles en sortant de la ruelle ?» Slack consulta rapidement le sergent Palk, qui avait suivi les traces plus loin. « Elles vont vers l'est, Miss Marple, vers les anciennes carrières abandonnées. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent de compréhension. « Les carrières, » dit-elle avec une certitude croissante. « Bien sûr, elles sont abandonnées depuis des années, isolées, avec plusieurs bâtiments encore debout. L'endroit parfait pour cacher des otages temporairement, en attendant de pouvoir les transporter ailleurs. » Elle se tourna vers l'inspecteur avec urgence. « Nous devons y aller immédiatement. Chaque minute compte. » L'inspecteur Slack ne perdit pas de temps à discuter. Il rassembla rapidement son équipe, contacta des renforts, et en quelques minutes, une petite caravane de véhicules se dirigeait vers les anciennes carrières. Miss Marple insista pour les accompagner, et malgré ses réticences initiales, Slack accepta. Il avait appris à respecter les intuitions de la vieille dame. Le trajet vers les carrières fut tendu et silencieux. La neige rendait la route glissante, mais les véhicules avançaient aussi vite que les conditions le permettaient. Miss Marple, assise à l'arrière de la voiture de l'inspecteur, gardait les yeux fixés sur le paysage enneigé qui défilait. Son esprit travaillait encore, anticipant ce qu'il pourrait trouver. Les carrières apparurent enfin, une série de bâtiments délabrés, entourés de monticules de pierre et de profonds trous d'extraction, remplis d'eau stagnante. L'inspecteur fit signe. L'inspecteur coupa le moteur à bonne distance. Le silence, seulement troublé par le vent qui charriait des flocons lourds, enveloppa la petite troupe. Miss Marple posa sa main gantée sur l'épaule de Slack et montra du menton un bâtiment bas, jadis atelier de taille. Une lueur battait faiblement derrière une bâche clouée à une fenêtre, et une fumée maigre dessinait un trait gris au-dessus d'une cheminée ébréchée. « Un poêle à bois », chuchota-t-elle. « Qui dit poêle dit présence prolongée. » Slack répartit ses hommes. Palk glissa entre deux palettes de pierre. Un constable longea le muret. Miss Marple, que nul ne parvenait vraiment à écarter, resta à couvert derrière un pilier. Soudain, un bruit sec. La portière arrière d'une camionnette qu'on referme. Puis des pas. Une silhouette passa devant l'ouverture, profil découpé par la lumière du poêle. Cicatrice sur la joue gauche. À ce moment précis, un second homme sortit de l'ombre, les poignets liés. David. Il fut poussé d'un geste brusque vers la camionnette. Slack leva la main. Maintenant, les policiers surgirent. 2 cris, une bousculade, le claquement d'un revolver arraché, et l'affaire se joua en quelques secondes. Palk plaqua Thornfield contre la tôle, un agent récupéra l'arme, un autre ouvrit la porte de l'atelier. À l'intérieur, près du poêle, 3 chaises, des cordes coupées, et surtout, Mrs. Saunders et M. Carmichael, blêmes mais indemnes, qui tentaient d'aider un 3e captif au visage couvert de poussière de chaux. Le mari Broadwell, ligoté mais conscient. « Oh mon Dieu !» souffla Miss Marple, accourant avec une étonnante vivacité. Le docteur Hyde-Dock, qu'on avait fait suivre, entra à son tour, vérifia les pupilles, délivra un verdict rassurant, égratignure, frayeur, mais pas de blessure grave. David, libéré, chancela et croisa le regard de Miss Marple. Elle y lut une gratitude honteuse,
Puis il dit, bas, « Je n'étais pas avec eux, je les filais, je vous expliquerai. » Dans un coin, une table grossièrement dégagée, bâche, ruban adhésif, un plan froissé du Café des Roses, griffonné à la hâte. Le même tracé que dans le carnet, mais marqué de flèches rouges, « Entrée cuisine », est l'angle mort. Temps 8-10 min, sur un clou, un sac en toile, portant l'étiquette d'une maison de vente londonienne. Slack souleva le rabat et découvrit des feuillets glissés dans des pochettes plastifiées. Photographies de reliure, inventaire, estimation. Des listes de repérage, fit Miss Marple, pas un vol ordinaire. Une cueillette, dans la neige, menottée. Thornfield offrit à Miss Marple un sourire maigre. « Joyeux Noël, madame. » Elle inclina la tête, presque polie. « Le vôtre s'annonce plus frugal, je le crains. » De retour au poste, la chaleur de la bouilloire remplaça celle du poêle, et les langues se délièrent. L'inspecteur mena l'interrogatoire. Miss Marple, au fond, tricotant 2 rangs, défaisant un, attentive à chaque inflexion. David parla le premier. David Rawlins, conservateur adjoint au département des livres rares, British Library, Scotland Yard, m'a demandé de l'aide officieuse quand ils ont relié plusieurs disparitions de collectionneurs privés à des tentatives d'accès à nos catalogues. J'ai reconnu Thornfield un soir à Londres. Il m'a flairé, je crois. Je me suis réfugié ici sous couverture d'artiste en espérant le suivre jusqu'à un dépôt. Il montra son carnet, mes plans du café, pas pour l'attaquer, mais pour comprendre comment lui le ferait. Quand j'ai croqué son visage, j'avais déjà peur qu'il me voie dessiner. Ce matin, il m'a surpris par derrière, en cuisine. Mrs. Broadwell, pâle mais digne, confirma. Il s'est présenté comme livreur. Il a dit qu'un tuyau avait craqué, qu'il fallait évac. Le lendemain matin, le village s'éveilla lentement, sous un ciel bleu pâle. Les cloches de l'église tintaient doucement, résonnant sur la neige gelée. Miss Marple, emmitouflée dans son manteau de laine, reprit sa promenade matinale, celle-là même qui l'avait conduite, la veille, au cœur du mystère du Café des Roses. En passant devant la place principale, elle croisa le facteur qui la salua joyeusement. « Beau matin, Miss Marple. Plus de mystère pour aujourd'hui, j'espère. » plaisanta-t-il. Elle lui répondit avec un sourire malicieux. « Mon cher, dans un village comme St. Mary Mead, il y a toujours un petit mystère. Seulement certains ne méritent pas d'être résolus trop vite. » Arrivée devant le Café des Roses, elle s'arrêta. La vitrine portait encore la trace d'un impact qu'on n'avait pas eu le temps de nettoyer. À travers la fenêtre, elle aperçut Mrs. Broadwell, qui remettait les tables en ordre, l'air déterminé malgré la fatigue. Une femme courageuse, pensa Miss Marple, mais quelque chose attira soudain son regard. Sur la table où M. Carmichael s'était assis la veille, un petit objet brillait dans la lumière du matin. Miss Marple entra, salua poliment et s'approcha. C'était un bouton, pas un bouton ordinaire. Un petit disque en nacre sombre gravé d'un monogramme. DR. Elle fronça les sourcils. « David Rawlins », murmura-t-elle. Mais pourquoi son bouton se trouvait-il là, alors qu'il avait été aperçu pour la dernière fois dans la carrière? Elle glissa l'objet dans son gant et remercia Mrs. Broadwell. En sortant, elle sentit cette petite alerte intérieure qu'elle connaissait si bien. Ce n'était peut-être pas tout à fait fini. Chapitre 14. Le secret de David Rawlins dans l'après-midi. Miss Marple rendit visite à l'inspecteur Slack, qui supervisait la rédaction du rapport d'enquête. Il leva la tête en la voyant entrer, déjà résigné. « Laissez-moi deviner. Vous avez encore trouvé quelque chose. » Elle s'assit calmement. « Simple curiosité, inspecteur. Vous avez vérifié les antécédents de M. David Rawlins ?» Slack consulta un dossier. « Bien sûr, tout semble en ordre. Collaborateur temporaire de la British Library. Envoyé officieusement, comme il l'a dit. » Pourquoi? Miss Marple déposa le bouton sur le bureau. Parce que ce bouton appartenait à un costume fort particulier, un habit de soirée sur mesure, que je me souviens avoir vu sur une photographie dans le Times, il y a environ 1 mois.
celui d'un certain Lord Darius Rowland, un homme d'affaires ruiné à Londres. Initiales identiques, même stature, même regard. L'inspecteur écarquilla les yeux. « Vous pensez que notre David Rawlins n'existe pas ?» Miss Marple hocha lentement la tête. « Disons qu'il emprunte habilement des identités, peut-être un infiltré de bonne foi, ou un rival des voleurs de Thornfield, voulant leur reprendre ce qu'ils avaient volé à son tour. L'histoire regorge de gentlemen cambrioleurs, inspecteur. » Slack resta silencieux un moment, pesant chaque mot. « Vous croyez qu'il mentait depuis le début ?»« Pas forcément, » répondit Miss Marple avec douceur. « Il a peut-être simplement dit moins que la vérité. Il y a une différence subtile, mais essentielle. » 3 jours plus tard, la neige commença à fondre. Le Café des Roses retrouva sa clientèle habituelle. Les journaux cessèrent de parler de l'enlèvement de Noël, et le village se remit à sa routine paisible. Miss Marple, installée dans son fauteuil, près de la fenêtre, tricotait lentement, en écoutant le feu crépiter. Elle avait reçu ce matin-là une lettre élégante, écrite d'une main masculine et fine. « Je tiens à vous remercier pour votre courage et votre discernement. Sans vous, beaucoup auraient souffert inutilement. Vous avez percé un secret que je n'étais pas prêt à révéler. Disons simplement que certaines missions exigent un anonymat total. Vous pouvez me croire sur parole. Les biens volés seront restitués à leurs propriétaires légitimes. Quant à Thornfield, il sera livré à la justice qu'il mérite, avec tout mon respect.